l'ensemble. Aujourd'hui, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, auditeurs présents ou derrière leurs écrans, c'est une redécouverte. Les peintures de Joseph Aubert en l'église Notre-Dame-des-Champs. Nous avons le plaisir d'accueillir celle à qui nous devons la remarquable restauration de la grande peinture murale, le triomphe universel de la Vierge. Elle nous présente leur travail et aussi son auteur, Joseph Aubert. Il faut dire que les habitants du 6e arrondissement sont particulièrement fiers d'avoir voté son financement par le budget participatif en 2020. Émilie Chekoun, restauratrice du patrimoine, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle va arriver. Restauratrice, mais je la présente quand même, du patrimoine, diplômée de l'Institut national du patrimoine. Nous connaissons donc déjà son talent, car elle a notamment restauré les peintures murales d'Hippolyte Flandrin en l'église Saint-Germain-des-Prés, la chapelle peinte par François-Joseph Haïm à Saint-Sulpice. C'est elle qui a aussi restauré celle de la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Boulogne-sur-Mer, dont l'auteur est Charles Soulacroix, et de la salle 654, qui est une des salles Campana du musée du Louvre. Donc c'est une restauratrice de très bon talent. Et puis Louise Delbar, qui est bien là. Louise Delbar, qui est conservatrice des monuments historiques et qui a d'abord travaillé à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, et elle est actuellement conservatrice du patrimoine à la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris. Alors, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué, et je voudrais rappeler que ce service de conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris est un service qui est chargé de l'inventaire, de la restauration et de la valorisation des œuvres d'art contenues dans l'édifice religieux, églises, mais aussi temples et synagogues, par exemple. Ces édifices religieux qui appartiennent à la ville de Paris. La ville, comme vous le savez, est propriétaire non seulement des bâtiments, mais aussi des objets qui s'y trouvent depuis la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Donc voilà la présentation des personnes, mais comme la restauratrice n'est pas là, peut-être que pour la faire venir, je vous passe la parole. Voilà, merci. Voilà donc. Bonjour. Tout d'abord, je voulais présenter Élise Chekoun s'excuse, mais elle arrive à revenir du coup. Vous l'avez à comité justement pour la restauration de la salle dont il a été question. Donc, elle devrait arriver vraiment très prochainement. Nous voulions remercier la Société historique du 6e arrondissement pour son invitation. Nous sommes très heureuses d'être ici ce soir pour vous parler des peintures de Joseph Aubert à Notre-Dame-des-Champs et notamment du triomphe universel de la Vierge qui a été redécouverte suite à sa restauration grâce au budget participatif. Alors, Joseph Aubert, c'est un peintre qui est principalement connu à travers deux sources. Tout d'abord, une sorte d'hagiographie qui a été écrite 2 ans après sa mort par un abbé, l'abbé Jean Calvet, et ensuite par une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2004 par Romain Dauphin-Meunier sous la direction de Bruno Foucard, éminent professeur qui a contribué à la redécouverte des peintures murales religieuses du 19e siècle des murs des églises de Paris. Alors, selon Romain Dauphin-Meunier, qui a dressé le catalogue raisonné de l'œuvre de Joseph Aubert, grâce à qui on connaît vraiment bien l'intégralité de son œuvre, Joseph Aubert est le maillon manquant entre Hippolyte Flandrin et Maurice Denis, donc 2 grands peintres chrétiens, respectivement à la fin du 19e siècle et puis de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle.
Joseph Aubert, c'était un artiste qui avait vraiment tout pour réussir. Il a eu une grande commande couvrant l'intégralité d'une église, chose que seul Hippolyte Flandrin avait eue avant lui, à Saint-Germain-des-Prés. C'est extrêmement rare, c'est le seul cas à Paris. Il a eu un hagiographe qui s'est chargé de chanter ses louanges après sa mort, l'abbé Calvet. Il avait, très important pour l'époque, un authentique sentiment chrétien. C'était un artiste qui faisait de la peinture religieuse, mais en croyant vraiment à ce qu'il faisait, ce qui n'était pas le cas de tous les artistes qui peignaient les murs des églises parisiennes. Et enfin, il avait évidemment le talent d'un artiste. Alors, là, pour parler tout d'abord de la vie de Joseph Aubert, on distingue deux grandes périodes dans sa vie avant et sa vie après son grand voyage en Orient, en Terre Sainte, en 1892. Joseph Aubert naît près de Nantes. Il est engagé volontaire à la guerre de 1870 et apprenti armateur à cette période, puisque malgré une vocation de peintre religieux précoce, son père s'opposait à sa vocation. Et donc, il ne peut finalement se consacrer à l'étude de l'art qu'en 1871, lorsque son père meurt et qu'il hérite et peut partir à Paris pour étudier aux Beaux-Arts, où il rentre dans l'atelier du peintre militaire Adolphe Pivot. Puis, en 1873, dans l'atelier de Cabanel. En 1874, il est admis dans la section peinture de l'École des Beaux-Arts, où il obtient une médaille. Puis, il commence à exposer régulièrement au salon, jusqu'en 1880, où il obtient notamment le second prix de décoration des édifices de la ville de Paris. En 1882, il présente donc sa spécialité, c'est des tableaux historiques qui ont soit des sujets religieux, soit des sujets antiques, ou alors des épisodes historiques, comme ce tableau de 1882, Les Noyades de Nantes en 1793, qui est conservé au musée de Nantes, musée d'art de Nantes, et qui donc représente un épisode de la terreur. Et la carrière de Joseph Aubert prend un nouveau tour en 1887, lorsqu'il reçoit la commande de la décoration de l'église de Noël-Cerneux dans le Doubs. Donc c'est une petite église dont le curé lui demande la décoration, puisque par sa femme notamment, Joseph Aubert a des liens en Franche-Comté et dans le département du Doubs. Cette toile est une toile marouflée, ce qui veut dire qu'il la peint d'abord sur toile dans son atelier, ce qui lui permet ensuite de la présenter au salon de 1889, enfin plutôt à l'exposition universelle de 1889, où il se voit décerner une médaille de bronze pour cette œuvre avant de venir la maroufler, donc la coller grâce au procédé du marouflage sur les murs de l'église de Noël-Cerneux. Et donc, cet épisode marque son premier grand décor religieux et le début d'une série de décors à la fois dans les églises parisiennes, mais aussi beaucoup dans les églises de Franche-Comté. On remarque dès cette première œuvre ce décor de montagne qui est inspiré bien évidemment des montagnes du Doubs et qu'on retrouvera par la suite notamment dans le décor de Notre-Dame-des-Champs. Voilà, on voit bien ici la similitude entre les deux. Alors, le décor de Notre-Dame-des-Champs, quant à lui, c'est une commande qu'il reçoit en 1889. L'église Notre-Dame-des-Champs est une église qui a été construite entre 1858 et 1876 par l'architecte Léon Ginin, qui laisse de larges espaces vides pour venir y appliquer ultérieurement une œuvre d'art, mais le décor n'est pas prévu à son programme dès le départ. Et le curé de l'époque veut commander une décoration, mais il lui manque à la fois l'argent et un artiste qui lui convienne. Alors, cette église a décoré, fait l'objet de convoitises de nombreux peintres. Alors là, c'est donc une présentation de cette première œuvre de Aubert avant et après restauration, dont Émilie vous parlera plus largement dans un second temps. Et donc, on retrouve une lettre, par exemple, du peintre Charles Cros, en 1889, à l'administration des Beaux-Arts, à la direction des Beaux-Arts, qui dit « Je viens solliciter de l'État une commande de peinture décorative dans un des monuments de la capitale,
je ferai de préférence la décoration de la coupole de l'église Notre-Dame-des-Champs, dont j'ai composé l'esquisse, il avait été prévu, pour une personne qui veut contribuer par un don volontaire à l'exécution. Ce travail me serait donné si l'État venait en aide à la paroisse en accordant une subvention et me désignant pour ce travail. Voilà, c'était quelque chose qui était assez courant à l'époque. Les artistes écrivaient beaucoup à l'administration pour essayer d'obtenir des commandes. Et il est recommandé par un certain Siméon Carnot, qui envoyait une lettre en ce sens à l'administration, mais celle-ci pouvait s'avérer cruelle, puisqu'on retrouve toujours aux Archives nationales cette note de l'administration qui dit « L'église Notre-Dame-des-Champs est la propriété de la ville de Paris, et depuis que l'administration municipale a pour ainsi dire renoncé aux travaux de décoration de ces édifices religieux, la direction des Beaux-Arts s'est tenue à l'écart. Monsieur Cros a fait de nombreuses peintures religieuses, mais en général très médiocres. » Voilà. Donc ça donne un peu à la fois l'intérêt de cette abside qui est très convoitée par les peintres, et aussi la manière dont l'administration parfois accueillait les propositions spontanées des artistes. Mais il y a un autre élément qui est intéressant dans cette note, c'est qu'il est expliqué que la ville de Paris ne finance plus les travaux de décoration des églises, puisque en effet, après avoir beaucoup financé ces décorations, conjointement avec l'État, puisqu'en général, la ville de Paris apportait la moitié de l'argent et l'État l'autre, complétait avec l'autre moitié, ce qui se faisait beaucoup sous le Second Empire, qui est une période, une forme d'âge d'or pour la peinture murale religieuse à Paris. Et bien, après ce Second Empire, ces commandes religieuses, d'art religieux, se tarissent. Donc, Aubert arrive en quelque sorte après un âge d'or de la peinture religieuse, on pourrait appeler le second âge d'or de la peinture religieuse au XIXe siècle, le premier étant sous Louis-Philippe, sous la monarchie du Juillet. À Notre-Dame-des-Champs, c'est donc le don d'un paroissien, Monseigneur Frédier, qui permet de financer, pour commencer, cette coupole, et son nom est d'ailleurs inscrit en bas à gauche de la peinture. Joseph Aubert est donc choisi plutôt que Charles Cros. Il serait venu aussi se présenter spontanément, avec plus de succès, d'après la presse de l'époque. Et il est choisi également par le conseil de fabrique, c'est-à-dire l'assemblée de laïcs, qui présidait aux affaires courantes de la paroisse. Et grâce au fait, non seulement qu'il avait été déjà remarqué dans les différents salons que j'ai déjà évoqués, mais aussi, ce qui était très apprécié, c'est qu'il était un peintre véritablement chrétien, animé d'un véritable sentiment catholique. Jean Calvet, donc l'abbé qui a écrit sa fameuse hagiographie, dit de lui que c'était une âme libre et docile, c'est-à-dire à la fois un talent et une inspiration qui lui était propre, une liberté, mais aussi un respect des valeurs de l'Église, la docilité. Ce choix n'était donc pas celui de l'administration, qui néanmoins entérine le choix de la paroisse, ni celui de l'architecte Léon Ginin, qui, pour commencer, s'oppose au choix d'Aubert. Le décor est donc peint progressivement. D'abord, la coupole centrale est faite, puis le transept, et ensuite les scènes de la vie de la Vierge, à la fois dans le chœur et dans la nef. Et le programme est décidé par la fabrique. Alors, pour la demi-coupole, Aubert choisit de peindre sur toile marouflée, ce qui lui permet, comme je le disais, de travailler d'abord en atelier et de finir sur place. Alors, Émilie vous expliquera tout à l'heure un peu plus en détail comment l'œuvre est faite, mais pour cette peinture, Aubert peint la partie basse en atelier et la partie haute sur place à cause de la forme qui ne lui permet pas de préparer sa toile en atelier. Alors, pour peindre cette toile aux dimensions évidemment très grandes, il manque de place dans son atelier et c'est le secours du clergé du Doubs qui va venir lui porter secours, puisqu'on lui prête la chapelle de Notre-Dame de la Consolation, qui est un couvent situé au milieu du décor majestueux des montagnes du Doubs, pour exécuter sa peinture. Donc, tel un Fra Angelico, Joseph Aubert peint dans un lieu saint, inspiré par les lieux et aussi par la nature qui l'entoure. Il a vu son goût pour la représentation de montagnes en arrière-plan de ses peintures. Alors, pour sa grande toile, il choisit de représenter trois registres. Donc, le registre bas
avec des saints qui ont tous un rapport avec le travail agraire, en lien avec le vocable de l'Église, Notre-Dame des Champs, qui viennent célébrer la Vierge, qui elle-même monte au ciel, accueillie par le Christ, par la Sainte Trinité, et par des anges musiciens. La partie basse, qui avait donc peinte à la chapelle de Notre-Dame de la Consolation, est exposée au salon de 1891. Donc on garde la trace de cette première version par cette photographie de Brown, sous le titre Les saints patrons de la vie des champs. Et les dimensions de cette diapositive ne sont pas bonnes, la toile est vraiment beaucoup plus grande que ça, comme on va le voir. Alors, c'est un tableau qui rencontre un certain succès, en particulier auprès de la presse catholique de l'époque, l'Univers et la Croix. En particulier, le groupe de gauche est très apprécié, le groupe de droite est jugé incompris. Mais surtout, la presse catholique est indignée par le fait que cette œuvre est exposée auprès d'une mort de Sainte-Anne-la-Pâle, dont on ne sait pas très bien où elle est située aujourd'hui, où elle est conservée, et auprès de cette peinture de Georges-Antoine Roche-Rose, qui elle aussi est disparue, donc ça c'est une esquisse, mais qui représente la chute de Babylone, donc un sujet très sensationnaliste, avec force femmes nues, tordues dans tous les sens. Et donc, là, j'ai mis des photos des deux peintures pour bien montrer l'effet, finalement, que faisait cette proximité des deux toiles, dont s'indigne la presse catholique. Et donc, Georges-Antoine Roche-Rose vole un peu la vedette à tous les autres peintres à cette exposition, avec son immense huile sur toile de 7 mètres sur 9, même si celle de Joseph Aubert avait aussi des dimensions appréciables. Mais en tout cas, ça montre à quel point aussi le salon pouvait être un lieu complètement hétéroclite. C'était assez difficile pour un artiste de se faire apprécier, tout simplement à cause de ce voisinage vraiment complètement hétéroclite, qui faisait que des œuvres qui n'avaient rien à voir ensemble pouvaient être accrochées côte à côte, ou du moins dans la même salle. La toile est ensuite marouflée et remise en place. Donc là, j'ai encore mis une vue avant et après restauration pour que vous puissiez juger à quel point on retrouve les couleurs, les volumes, les formes et puis la qualité d'espace de la peinture après sa restauration. Elle est comparée notamment à la dispute, donc là c'est un peu plus rapproché, elle est comparée notamment par les critiques à la dispute du Saint-Sacrement de Raphaël pour la manière dont l'espace est négocié. Alors, je vous ai mis quelques photographies des différents saints qui sont représentés. En bas, à gauche, vous pouvez voir les remerciements à Monseigneur Frédier, qui a donc financé cette peinture. Et puis, donc, différents saints, tous en rapport avec la vie des champs. Donc, je vous en cite seulement quelques-uns, mais qui dans le patron des terres flamandes avec son bâton de pèlerin à la main et son attelage de bœuf. Vous avez Saint Isidore Laboureur, Saint Paulin, évêque de Nol, qui tient sa chaîne, qui a un rappel de ses captivités volontaires chez les Vandales et pendant laquelle il cultiva la terre. Vous avez Saint Maurille, évêque d'Angers, avec sa bêche, puisqu'il avait été autrefois jardinier dans son village milanais, avec quelques détails, mais vous en aurez encore lors de l'intervention des livres. Mais c'est vrai que cette restauration nous a vraiment permis d'approcher ces peintures de très près et de découvrir les qualités de format pictural de Joseph Aubert, sa touche, sa manière de représenter ces différents saints. Alors, le groupe de droite, donc on a redécouvert à l'occasion de la restauration la signature de Joseph Aubert sur la marche de l'escalier, et puis donc différents saints, donc notamment les saints qui étaient des bergères, donc Saint-Geneviève, qu'on ne voit pas vraiment parce qu'elle est coupée par la photo, mais qu'on verra mieux tout à l'heure, Sainte-Germaine, Sainte-Marguerite d'Antioche, Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François d'Assise avec ses oiseaux, entre autres, et puis évidemment Saint-Hubert avec son saint, Saint-Julien l'Hospitalier avec sa rame, Saint-Roch en bas avec son chien, Saint-Antoine Ermite qui est complètement à droite. Donc différents saints qui viennent tous se grouper pour célébrer la Vierge. Donc quelques détails de Saint-Roch avec une main de restauratrice au travail, le chien de Saint-Roch, un détail de Saint-Antoine Ermite, Saint-Hubert,
et au centre, donc, Sainte-Geneviève. Pour que vous voyez bien l'échelle des personnages, je vous ai mis une photo d'Émilie au travail, en train de restaurer à côté de Sainte-Geneviève. Donc c'est vraiment une échelle monumentale et les personnages étaient presque grandeur nature. Un détail de la bougie de Sainte-Geneviève qui est traitée en aplat de peinture. Et puis la très belle nature morte centrale qui est représentée ici. Tout va bien? D'accord. Donc le détail de cette très belle nature morte centrale. Et puis au registre supérieur, Jésus-Christ et Dieu le Père. Là, quelques photos de la Vierge pendant et après restauration, ça vous verrez tout à l'heure. Et puis alors, Dieu le Père, qui fait l'objet d'une anecdote en particulier, puisque à 2 jours de l'inauguration, le peintre Coupereau serait venu voir Joseph Aubert et, observant sa peinture, donc tous les échafaudages avaient été bien sûr déposés, il lui aurait dit « Mais votre Père éternel pique du nez ». Et en effet, Joseph Aubert ne s'en était pas rendu compte parce qu'il travaillait vraiment très près, mais le nez du dieu était tombé un peu, et donc Joseph Aubert est complètement catastrophé, évidemment, et en catastrophe, il fait monter une sorte d'échafaudage avec un trapèze, et il vient avec son pinceau faire une petite retouche très discrète pour apporter une ombre au fameux nez, et pour le relever un peu, et c'est une retouche qu'on a retrouvée au moment de la des Champs. D'abord entre 1898 et 1900 avec les peintures du transept qui représentent la vie du Christ, puis avec les épisodes de la vie de la Vierge. Et donc il peint ensuite donc, le transept et puis la vie de la Vierge, et il peint en fait à partir de la partie qui est la plus proche de l'abside, et il progresse ensuite vers l'orgue, donc en fait de l'est vers l'ouest, et de manière à contrario de la chronologie de la vie de la Vierge. Donc je vais vous montrer quelques panneaux, mais ça sera à rebours de la chronologie, parce que moi j'ai suivi la chronologie de la vie de la Vierge. Alors entre-temps, il se passe cependant 2 événements importants dans la vie de Joseph Aubert. En 1892, c'est son voyage en Terre Sainte. Il rencontre un père dominicain, le père Sertillange, qui a une très grande influence spirituelle sur lui et qui organisait des voyages là-bas. Et donc, il va d'abord en Égypte, puis à Jérusalem, à Bethléem, dans la vallée de Josaphat, au mont des Oliviers. Et là-bas, il observe les paysages, les architectures et les costumes. Jean Calvet écrit « On dirait un photographe qui prend des clichés, se réservant de les développer plus tard. » Et selon le père Sertillange, il effectue là-bas un véritable travail d'âme, c'est-à-dire que non seulement il prend des notes, il prend des croquis, il peint, mais il s'imprègne aussi de l'atmosphère de la Terre Sainte pour mieux en nourrir son œuvre. Et donc il fait de nombreux croquis qui vont lui servir pour ce décor de l'église Notre-Dame-des-Champs. Et il fera ensuite 2 autres voyages là-bas, mais on ignore les dates précises de ces 2 voyages suivants. Et on peut comparer ce voyage à celui qu'effectue à James Tissot en 1886, donc un peu avant, toujours sous l'influence des dominicains. Vous verrez qu'il s'en sert bien différemment dans son œuvre. L'autre date importante, c'est 1898. C'est le moment où Joseph Aubert fait l'acquisition d'un ancien couvent de Carmes des Chaussées, qui s'appelle l'Ermitage, c'est un château de l'Ermitage, à Monsonnet-en-Lizerne, dans le Doubs. C'est un château qui date du XVIIe siècle et qui va progressivement restaurer, donc il va vraiment faire son lieu de vie. Il se partage toujours avec Paris rue Chagrin, mais de plus en plus, il va aller vivre, notamment l'été. Et c'est aussi un lieu qui favorise son implantation dans le Doubs. Il va recevoir par la suite de nombreuses commandes de peinture murale dans le département. Alors, donc pour la suite du décor de Notre-Dame-des-Champs, je vous ai mis quelques scènes qui sont évidemment beaucoup plus sales que la peinture de l'abside et qui gagneraient évidemment à être restaurées. Et si je ne me trompe pas, un projet a été présenté dans ce sens au budget participatif 2022. Donc le début de la vie de la Vierge Marie Immaculée à sa naissance.
Marie purifiée au temple. Donc là, on voit bien qu'il s'est inspiré des architectures et de la lumière qu'il a vu en Terre Sainte pour composer ces nouveaux panneaux. Et on voit bien la différence aussi avec le côté très franc-comtois de l'Alcide et puis le contraste entre les deux. Donc Marie instruite par sa mère. Alors là, j'ai mis en regard l'Annonciation de Joseph Aubert et celle peinte par James Tissot, parce que la comparaison me semblait intéressante. Même si évidemment James Tissot peint une petite aquarelle et que Joseph Aubert peint une grande toile monumentale, mais on voit bien que les effets sont très différents. L'interprétation de l'histoire sainte est très différente. James Tissot fait un clair-obscur assez dramatique. Il joue beaucoup sur les effets lumineux, sur les effets de drapé, sur une sorte de légère contre-plongée. L'ange est une sorte de créature véritablement extraordinaire, alors que Joseph Aubert, au contraire, tient à ce que ça reste très visible. Il présente une scène avec lumière égale, avec un point de vue qui est toujours le même tout au long de ces différentes toiles, dans une architecture très simple, parce que son idée était vraiment d'être compris tout de suite, d'être lisible tout de suite. Marie présentée au temple, on retrouve encore ces architectures copiées par Joseph Aubert au cours de son séjour en Terre Sainte, avec toujours ses costumes en particulier dont il s'était inspiré. Ici, on a Marie qui se repose en Égypte. Il était passé par Héliopolis et donc il en avait profité pour dessiner ses paysages. Et c'est un des tableaux dans lequel cette influence orientaliste de Joseph Aubert est la plus manifeste. Et le décor de Notre-Dame-des-Champs est un décor que Joseph Aubert a réutilisé tout au long de sa carrière lorsqu'on lui a passé des commandes, et notamment pour les églises de Franche-Comté. Et donc ici, vous avez un exemple de la fuite en Égypte, d'une version qu'il a faite d'un format un peu différent, pour l'église de Rosières-sur-Ardèche dans le Marie cherche un gîte à Bethléem. Alors Aubert avait été particulièrement touché par Bethléem parce qu'il avait vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps dans cette ville en particulier où tout lui avait semblé très préservé. Ensuite, les peintures du transept. Donc là, je vais un peu court. C'est comme si vous marchiez dans l'église en entrant et que vous progressiez vers l'abside. Donc la scène, qui est un tableau qui a eu beaucoup de succès lorsqu'il a été exposé. La mission des apôtres, pour laquelle il a eu une médaille à l'exposition universelle de 1900. Le bon samaritain. Le retour de l'enfant prodigue, avec toujours un chien qui ressemble un peu à celui de Saint-Roch. Ensuite, là, on passe dans le cœur avec Marie à Nazareth. Marie au pied de la croix. Toujours cette grande simplicité, cette grande lisibilité, cette grande mesure de Joseph Aubert. Et si on compare avec le même sujet peint par James Tissot, alors là encore sur un format complètement différent, donc évidemment que les nécessités du support étaient différentes, mais on voit quand même que James Tissot continue dans un registre très dramatique, avec des couleurs dans des bleus gris très sombres, en opposition aux couleurs assez lumineuses de Joseph Aubert. Et puis enfin, Marie, on voit Jésus ressuscité. Alors, donc, entre 1889, le début de la commande, et 1908, le moment où la commission des Beaux-Arts, qui était la commission d'administration qui venait contrôler que les peintures des peintres étaient bien adéquates selon leurs critères, vient en 1908, et bien il s'est écoulé plus de 18 ans pour Joseph Aubert. Donc ce décor, cette œuvre de Notre-Dame de Champs, c'est vraiment sa grande œuvre, son chef-d'œuvre, et puis l'œuvre de Lévy aussi. Mais Joseph Aubert continuera, et un autre de ses décors remarquables, c'est le décor de l'église Notre-Dame de Besançon, peint entre 1892 et 1914, pour laquelle il compose une grande frise de saints qui reprend la disposition de celle peinte par Flandrin à Saint-Vincent-de-Paul. Alors Aubert, c'était donc un peintre, pour conclure, un peintre religieux par vocation, qui cherche à renouveler son art avec différentes solutions. On voit bien dans la titre qu'il essaye de traduire, de renouveler son inspiration en baignant des grands paysages inspirés de ceux du Doubs, des montagnes du Doubs. Puis à partir de 1892, et à son voyage en Terre Sainte, favorise un renouveau de son inspiration et il se nourrit de ce qu'il voit là-bas pour ses peintures suivantes. Donc l'église Notre-Dame des Champs témoigne vraiment de ce tournant dans la carrière du peintre.
Comme je l'ai dit, Aubert est à la jonction de deux grandes périodes dans l'art religieux en France, et en particulier dans les églises parisiennes, entre le Second Empire et l'après-Première Guerre mondiale, où les ateliers d'art sacré seront créés par Maurice Denis en 1919, avec une promotion notamment de la technique de la fresque, donc complètement autre chose que ce que fait Aubert. Donc finalement, Aubert est un peu entre deux âges d'or. Mais il se distingue vraiment par son souci de clarté. Il veut vraiment peindre une histoire simple, accessible et facile à comprendre, qui touche immédiatement celui qui la regarde. C'est une figure qui reste relativement solitaire. Il est promu par la presse chrétienne, mais pas tellement par au-delà, par la presse artistique de son époque. Donc, c'est une figure qui apparaît comme solitaire, et Jean Calvet, dans sa biographie, insiste vraiment sur cette dimension-là, sur un artiste qui aurait résisté au mode de l'époque, à l'impressionnisme, à ce qu'il appelle le cachisme, et qui combattrait même ces courants-là. Jean Calvet écrit les classiques le combattaient pour son réalisme, tandis que les impressionnistes le traitaient de retardataire. Il restait un isolé. Alors, c'est peut-être un portrait qui conviendrait de nuancer aujourd'hui, et je pense que des études plus poussées aussi autour de Joseph Aubert, c'est justement intéressant pour essayer de nous placer mieux dans les réseaux artistiques de son époque, parce que Jean Calvet l'a beaucoup isolé, mais c'est le point de vue de Jean Calvet, et peut-être que ce serait intéressant justement d'aller voir un peu au-delà, notamment les archives de Maurice Denis conservent une carte de visite de Jean Aubert, avec quelques mots de condoléances. Donc, il est manifeste qu'il avait bien des relations avec Maurice Denis, bien des relations avec les artistes qui lui étaient contemporains, et donc ce serait une piste à explorer. Et je vais maintenant laisser la parole à Émilie pour vous parler plus en détail de la restauration de cette grande peinture qui est le Triomphe universel de la Vierge. Bonsoir. Bon, donc, comme Louise a pu vous le présenter, on a travaillé sur le cul de four de Notre-Dame-des-Champs. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments qu'elle vous a déjà présentés. Je vais vous expliquer un petit peu quelle approche on adopte quand on veut s'atteler à la matière. Donc là, on est dans un édifice avec une peinture qui subit certains dégâts, et on a l'obligation de tenir compte de l'édifice qui est le premier support de la peinture. Donc, quand on commence un travail de restauration, on est obligé de faire d'abord une étude. Là, il n'existait pas, donc on s'en est chargé. Cette étude, on l'a entamée par des prises de mesure d'humidité par contact. Toutes les lettres que vous voyez inscrites là, c'est tous les points d'intérêt qu'on a pu relever. Sont des tests assez simples, et puis qui manquent un peu de précision, puisqu'on a une peinture maronflée, donc on n'accède pas si facilement que ça au support de pierre et ou de plâtre. Mais ça nous donne quand même quelques notions, et ça nous signale les points d'humidité les plus ennuyeux. Et ça nous a permis, en prenant plus largement les choses, d'établir les zones problématiques majeures, qui sont illustrées là par ces zones bleues, qui correspondent en fait aux entrées d'infiltration d'eau pluviale, et aux endroits où cette eau a le plus de difficultés à s'évacuer, et les chemins qu'elle suit pour ça. Donc en fait, on s'est rendu compte assez vite que les principaux problèmes se trouvaient au niveau de l'arc triomphal de l'abside, et puis à la base de la coupole, ce qui a pour conséquence d'avoir créé un énorme décollement de marouflage. Donc la maroufle, c'est l'adhésif qui colle la toile au mur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ce que vous voyez dans le dernier schéma en bas à droite, cette zone bleue sur la peinture, c'est l'ampleur du décollement de cette maroufle de la surface du mur. Donc ça, c'était le premier problème structurel majeur de la peinture, qui rendait notre intervention assez indispensable, en dehors de l'aspect esthétique, puisque là, l'aspect esthétique, vous avez vu qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire sans qu'il y ait besoin de faire plus d'analyse. Le simple fait de les regarder donnait déjà cette impression-là. Cette grande toile était quand même tendue
intégralement. Elle avait beau être décollée du mur par endroits, elle était bien tendue et en fait, elle avait pris la maroufle qui a été utilisée, c'était une céruse, donc un mélange d'huile et de blanc de plomb, donc quelque chose qui se rigidifie très fort en vieillissant. Et il continuait de napper le revers de la toile, et donc la toile avait gardé sa forme d'incurvation dans le mur, donc elle suivait malgré tout l'incurvation du mur sans être pour autant collée au mur. Donc on avait une faiblesse de la pierre derrière avec un problème de desquamation de la pierre. La toile globalement gardait sa forme. Donc il a fallu quand même traiter, mais je vous l'expliquerai un peu après, on n'a pas cherché à la recoller au mur coûte que coûte, parce que ce n'était pas possible. En fait, il aurait fallu la couper. Elle ne tenait pas dans la dimension. En fait, il aurait fallu la couper, donc ce n'est pas ce qu'on a fait. Structurellement, on a effectué un certain nombre d'observations. Une fois qu'on a fait des mesures, on fait des observations, enfin tout ça est un peu simultané. Et on a pu noter que la partie basse était faite d'un seul lait de toile, assez grand donc, et que la partie supérieure en forme en arrondi était constituée de tous les laits que vous voyez dessinés par ces fils, ces tracés verts très légers. Donc on voit, je ne vais pas les compter, c'est un peu idiot, mais il y a beaucoup. Ah oui, je peux vous pointer comme ça. Donc vous avez un seul tenant ici, et puis ici vous avez tout autant de petits laits de toile en 2 épaisseurs, et puis une 3e épaisseur en haut pour faire la fin de la coupole, pour faire la fin de l'arc de cercle. Et chaque lait de toile suppose une couture ou une superposition et donc une source potentielle de dégradation de la peinture qui est dessus. C'est un élément important parce qu'en fait, cette zone de coupole était bien plus matériellement plus chargée par son histoire que la partie basse. Ah oui, c'est quand même mieux, parce que mes photos sont là, sont pas prêtes. Donc là, vous avez quelques exemples de l'état de la peinture avant qu'on intervienne. Vous pouvez voir l'encrassement, le manque de visibilité. Vous pouvez voir en haut à droite la bougie qui est faite avec de forts empattements, et ça c'était plutôt étonnant. C'était le seul élément de la peinture comme ça, donc c'était vraiment une recherche de lumière en mettant toute cette pâte de blanc, parce que c'est censé être du blanc, même si à ce stade-là on ne le sait pas, enfin on ne le voit pas encore. Donc c'est pour vraiment capturer la lumière sous tous ces angles, quel que soit l'emplacement de l'observateur. Et puis sur la dernière photo en bas qui est très peu lisible, celle-ci. Ouais, non, pas. C'est juste que j'y pense. Merci. Donc sur cette dernière photo ici, vous voyez tout un réseau de craquelures qui dénonce à la fois la nature de la matière qui a été posée et à la fois le fait que la toile est assez vibrante en dessous et donc elle est probablement décollée du mur, ce qui était le cas à cet endroit-là. Donc ici, je vous présente juste un détail de la Vierge avant son traitement et le fait qu'on l'a observée sous UV, parce que les UV donnent parfois des informations très intéressantes. Alors ici, vous ne pouvez pas le deviner, mais la peinture, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, ne donnait pas les réponses UV qu'on attendait complètement, même si on a cette auréole, enfin l'auréole de la Vierge, les rayons de lumière derrière elle ont une réponse un petit peu spécifique. Globalement, on n'avait pas des fluorescences très parlantes, en dehors des coulures qui viennent masquer, la surface, donc la matière potentiellement fluorescente. Et en fait, c'est parce que la peinture était intégralement cirée, et que la cire n'a pas une réponse très forte sous les yeux. On s'en est rendu compte au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment. Donc là, vous avez un deuxième exemple. Donc vous voyez l'état de surface assez chaotique. Sur la photo UV, qui est donc celle qui est en bas à droite, celle-ci, tous les éléments, le fait que tout soit flou, c'est pas uniquement, c'est flou même en lumière normale, c'est un petit peu flou même en lumière normale, mais en fait c'est la marque de la présence d'une quantité de matière assez importante qui vient masquer le pigment qui lui pourrait être absorbant, donc très foncé, ou fluorescent avec une couleur qui ne serait pas sa couleur en lumière normale, ou alors plus ou moins neutre avec, en nous renvoyant un violacé qui est la couleur de... Ah pardon, il y a une question? Ah non, pardon, non, désolé. Et donc, voilà, qui serait le simple reflet de la lumière qu'on projette sur le mur. Donc avec ces éléments d'observation, on commence à faire une lecture plus précise de la matière qu'on a sous les yeux. Vous avez notamment ici des réponses très spécifiques de résine, un ensemble plutôt cireux, comme j'ai pu vous le dire, et puis des traces nettes de coulure, qui ne sont pas forcément très lisibles en lumière normale. Donc, on voit bien que la surface n'est pas nette, mais la lecture de ces coulures est plus précise sous UV. Donc ça nous donne une observation décalée par rapport à ce qu'on voit normalement, et ça nous apprend davantage de choses.
Ici, je vous donne un exemple. Donc, on est toujours dans la coupole. En fait, on se trouve à cet endroit-là de la peinture. Vous voyez ici l'ange, cet ange-là, avec un genou particulièrement verni et puis des coulures qu'on voit en lumière rasante quand on voit les brillances. En fait, c'est pour vous illustrer le fait qu'on relève absolument tout. Donc là, vous avez sur cette cartographie-là le relevé de toutes les traces d'excédent de résine ou de matière résineuse brillante, soit de vernis régulier, soit de reprise. À ce stade-là des relevés, on ne sait pas tout parce qu'on n'a pas complètement exploré la matière, on ne l'a pas encore complètement touché. Donc, on relève ce qu'on voit, pas forcément ce qu'on sait. Donc, on a ici un relevé dont l'intitulé n'est pas précis, mais par contre, ce qui est relevé est précis. On sait ce qu'on relève. C'est juste qu'on définit mieux ce que c'est après. Sur cette seconde image, qui est toujours dans les genoux du même ange, vous avez des blanchiments dans les parties basses. Et donc, en fait, on fait aussi le relevé de tout ce qui constitue les blanchiments, brûlure, chantilly de matière. Le chantilly, c'est quand votre matière devient poreuse, elle s'ouvre du fait d'une infiltration d'eau, de coulure, de choses comme ça. La matière a tendance à être agressée. Donc, des pores se créent à l'intérieur et ça interdit à la lumière de vous revenir normalement. C'est-à-dire que la lumière vient, et la lumière incidence prend dans la matière et elle s'y perd en rebondissant elle se diffuse, elle se diffracte et elle reste à l'intérieur, elle ne revient pas à vos yeux et vous voyez un voile, ou vous voyez une matière blanchie parce que la couleur ne vous revient pas comme elle devrait. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent quand vous avez des coulures répétées, la matière peut chancir et à ce moment-là, s'altérer visuellement. Donc on relève toutes ces choses-là et tous ces éléments nous donnent des traces de l'histoire de l'œuvre, nous donnent des éléments sur les altérations, sur la correspondance entre les altérations qu'on observe et puis ce qu'on a pu comprendre du bâtiment. Et puis ça va nous donner des éléments aussi sur la quantité d'interventions qu'on va devoir faire et donc sur le chiffrage qu'on propose en bout d'étude. Parce qu'on est toujours en phase d'étude à ce moment-là. Là, je vous donne l'exemple de la jonction entre la toile. Non, autant pour moi, on n'est pas encore à la jonction. On se trouve à la base de la coupole, à l'endroit où se trouve la grande poche de décollement de la toile que je vous ai montré en tout début. Et vous avez ici l'illustration de la difficulté qu'a la toile à rester d'un seul tenant, à ne pas se fissurer, à ne pas craquer et à ne pas s'ouvrir ou à devenir lacunaire, comme c'est le cas ici, parce qu'elle n'est plus tenue, elle n'a plus de support, elle est en lévitation, en fait, elle est tenue par elle-même verticalement. Ça, c'est le résultat d'un relevé complet. Donc, ça vous donne un peu une idée du chaos du moment. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qui est relevé, mais en gros, on juge à la fois les problèmes structurels et à la fois les problèmes d'ordre esthétique. Donc, on sait déjà à ce moment-là qu'on a une quantité de repeint conséquent, donc des choses qu'on ne va pas forcément vouloir garder, qu'il faudra soit enlever, soit dissimuler, parce que ces repeins-là, les repeins de manière générale vieillissent assez mal, surtout ceux qu'on trouve d'un certain âge, et cette peinture a été massivement restaurée. Après avoir fait toutes ces observations, ces constats, estimé les difficultés, les altérations auxquelles on a affaire, on commence à toucher la matière. Alors, on le fait plus ou moins simultanément en réalité, parce que sinon, les relevés ne sont pas si précis que ce que j'ai pu vous montrer. Et toutes ces séries de tests visent à comprendre la solubilité des matériaux, qu'on trouve en surface. Donc, on a de la crasse, ça c'est un impondérable. Parfois, on a de l'empoussièrement en plus de la crasse, c'est souvent le cas, là c'était le cas. Puisque ce n'est pas des zones qui sont entretenues, puisqu'elles ne sont pas du tout accessibles, donc on ne peut pas dépoussiérer régulièrement comme on fait chez soi. Donc de la poussière, ensuite de la crasse qui est indurée sur la surface, ensuite on peut avoir des vernis, plusieurs, des repeints, plusieurs campagnes ou une seule, et ensuite on peut avoir... et ensuite on a la matière originale. A priori, on n'a pas davantage de strates. Donc on fait plein de tests pour savoir comment la poussière, on peut l'enlever, mais comment va réagir la crasse. Est-ce qu'on a du vernis? Est-ce que ce vernis emprisonne de la crasse? Est-ce que le vernis emprisonne des repeints? Est-ce que les repeints sont dessus? Est-ce qu'ils sont dessous? Combien on en a? Est-ce qu'on a une nouvelle couche intermédiaire et de nouveaux repeints en dessous? Et c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de déterminer au travers de tests. C'est notamment à ce moment-là qu'on a compris qu'on avait de la cire en surface, parce qu'on avait des réactions qui n'étaient pas tout à fait ordinaires ou pratiques. Et donc, je vous montre deux séries de tests de manière un peu arbitraire. Et en fait, corrélé à ces tests, on fait des observations sous fort grossissement. Donc là, on utilise des petits microscopes USB, des choses portables.
qu'on peut utiliser à un grossissement de x90 ou x200. Donc sur la colonne de gauche ici, vous avez les x90 et là les x200. Donc x90, on voit davantage le faciès de la matière, et x200, on voit carrément les particules. Donc on ne voit pas les mêmes choses. En général, le x200 est moins utile pour ce qu'on fait. Mais bon, je l'ai quand même ici à titre indicatif. Et dans la dernière colonne que vous ne voyez pas très bien, vous avez des relevés de mesures de pH et de conductivité. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait pour estimer la réactivité de la surface, vraiment de la toute surface. C'est-à-dire qu'on va envisager lors d'un décrassage la possibilité qu'on n'ait pas du tout envie de toucher ce qui est en dessous. Parce que là, on a du vernis, on le voit en fait. Quand vous regardez ces photos-là, toutes ces choses-là, c'est du vernis, toutes ces plaques-là. Voilà, on sait qu'on a du vernis à ce stade-là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de savoir si on veut toucher le vernis ou pas du tout toucher le vernis. Et le simple fait d'appliquer de l'eau peut avoir une incidence sur un vernis, même si ce vernis n'est pas censé être sensible à l'eau. En réalité, ça a quand même un impact. Donc, on fait des mesures de conductivité de pH pour réduire à leur minimum, enfin à son minimum, l'action de solution aqueuse qu'on va vouloir utiliser en la calibrant et en la rapprochant le plus possible de ce sur quoi on arrive. Ici, ce n'était pas d'une très très grande utilité parce que la peinture ne se prête pas à ce type de subtilité. En fait, il y avait tellement de choses à enlever qu'on aurait. Là, on est dans du réglage micrométrique, on va dire. Vu tout ce qu'il y avait à enlever, on n'était pas obligé de faire ces tests. Mais de l'avoir fait nous a donné une information très intéressante. On a constaté que nos pH de surface étaient très basiques. Et ça, c'est pas normal. Et en fait, et notamment, on a découvert cette basicité sous des essais de retrait de vernis. Donc, sous le vernis, on a trouvé une matière très basique. Or, il faut savoir que sur de la peinture à l'huile, les matériaux antioxydants en vieillissant s'acidifient. On n'aurait jamais dû trouver des choses basiques, on aurait dû trouver des choses plutôt acides. On aurait dû tendre vers de plus en plus d'acidité. Et puis, à terme, disons, en allant vraiment plus loin vers quelque chose de plus neutre. Mais tout ce qui est oxydé aurait dû être acide. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que le traitement qui nous a précédé, parce que nous n'étions pas les premiers, puisqu'il y avait des reblins, des choses comme ça, les personnes qui sont passées avant nous ont travaillé avec des solutions basiques. Et ça nous donne une idée de la réactivité que va avoir la matière originale. On peut s'attendre à ce qu'elle soit très poreuse, très sensible, et qu'elle prenne beaucoup de tout ce qu'on va mettre dessus. Et ça, on est obligé d'en tenir compte. Donc c'était plutôt intéressant de l'avoir fait dans ce sens-là. Ça nous dit aussi qu'à une certaine époque, on n'avait pas le choix des matériaux, c'est un peu différent aujourd'hui. Avant, il y avait la soude et puis ça. Donc là, vous avez d'autres exemples de ce qu'on peut regarder au microscope. Et notamment, on peut voir la touche picturale. Donc ici, vous avez clairement du tracé pictural de la peinture. Vous avez la matière en relief avec ses sillons. Puis là, vous n'avez rien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là, ça peut vouloir dire juste que cette matière est complètement lissée par ce qui la remplit. Là, on est au stade où on a quasiment rien fait. Alors après, je peux vous dire à quoi correspond chacune, parce que le 6 va correspondre au 6, et puis je vais vous dire ce qu'on a fait comme essai, ce qu'on est encore, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, ce n'est pas pertinent. Ce qu'on a conclu de toutes ces observations et tous ces tests, c'est qu'on est face à une stratigraphie qui est la suivante. Alors, je vais aller doucement parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair sinon. Donc, vous avez d'abord la maçonnerie qui est représentée ici, donc un échantillon seulement de la maçonnerie, puisque vous imaginez bien qu'elle continue. Ensuite, ça c'est la délimitation de la maçonnerie. Vous avez l'adhésif de marouflage, la maroufle, donc cette huile blanc de plomb, dans lequel est pris la toile, qui est ici. Et puis par-dessus, toutes ces strates correspondent à ce qu'on appelle la couche picturale, donc tout ce qui constitue la peinture elle-même. Et par-dessus, on a trouvé d'abord une première couche de crasse. Ensuite, on a trouvé des repeints anciens. Alors, ça, on l'a su, mais bien plus tard. Mais je vous révèle quand même la chose maintenant. Ensuite, on a trouvé un ensemble avec un vernis, de la cire et la crasse par-dessus. Donc, c'est le vernis, la crasse n'est pas vraiment représentée, la cire n'est pas vraiment représentée, et la crasse, c'est cette grosse couche bien épaisse, parce que c'est toujours comme ça que ça se présente. Une grosse couche bien épaisse. Voilà, donc notre mission à ce stade-là, ça va être d'abord de retirer la crasse, puis ensuite de voir où on en est, ce qu'on a sous les yeux, parce que la crasse, ça empêche quand même de voir et de comprendre bien la matière. Donc, première étape, retirer la crasse. Ensuite, s'attaquer à l'ensemble cire, repeint, vernis, pour la bonne et simple raison que les repeints étaient sur le vernis ou dans le vernis et que la cire venait fermer tout ça. Donc, c'est une intervention d'un seul tenant, du même intervenant, de la même campagne.
Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on a découvert la présence des repins et qu'on s'est questionné sur est-ce qu'on enlève ces repins anciens ou pas, qu'est-ce que ça provoque sur l'œuvre, est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant, est-ce qu'on peut les enlever ou est-ce qu'il faut les harmoniser. Et donc ça, c'est la suite bien après, et je vous indique encore de la crasse, puisque ces repins avaient pour objet de dissimuler, de maquiller de la crasse qui n'avait pas été enlevée. Peut-être par impossibilité, parce que je vous dis, aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens que nos prédécesseurs, et donc ça peut être soit une incapacité à le faire matériellement, soit un manque de temps, soit un choix délibéré de faire ça plutôt que de nettoyer, parce que ça allait plus vite. Ça allait. Si on rentre dans le vif du sujet, donc là, je vous donne quelques exemples du décrassage qui a été assez redoutable. Enfin, on a tout de suite eu un résultat spectaculaire, mais on n'était quand même pas au bout de notre histoire, puisque je vous ai montré la stratigraphie. Donc, dans des zones comme celle-ci, on peut dire, bah, c'est bien, on s'arrête. Mais dans des zones juste mitoyennes, donc le gros plan ici, c'est là, en fait. Et quand vous agrandissez vraiment, vous tombez sur ce genre de choses, finalement, il y a quand même des tâches. Puis alors, quand vous êtes là, on est dans la coupole sur cette dernière image. Et alors là, on avait carrément des plaques résineuses. Et en fait, on a fini par conclure qu'il y avait dû y avoir une reprise du marouflage de tous ces laits qui étaient dans la coupole. Donc, tout autant de sources de dégradation rapide, enfin, en tout cas, des objets susceptibles de se défaire du mur. Je pense qu'il y a eu une reprise de cette maroufle avec un mélange cire-résine, c'est un truc qui se fait. Parce que ça crée un adhésif qu'on peut passer au fer. Pour replaquer sur le mur à chaud, et ces plaques-là seraient des résidus de cire-résine. D'autres exemples de décrassage, donc vous voyez que donc ici on est toujours dans la coupole avec ces plaques assez laides et qui enferment beaucoup de crasse. Donc le décrassage se fait en solution aqueuse dans ce cas-là, et la cire-résine n'est pas du tout sensible à l'eau, donc ça reste sur le mur. Et en partie basse, on n'a pas ce même problème. Donc on voit bien la différence, on voit bien qu'on enlève cette couche de crasse importante et qu'on retrouve quelque chose de très brillant, très lisse, plutôt satisfaisant, pour lequel on se dit à ce moment-là, peut-être qu'on fera un traitement différencié entre le haut et le bas, puisque le bas a l'air plutôt bien. Ici, on entame le premier nettoyage. Alors je l'appelle premier nettoyage parce que je vous ai montré qu'on avait distingué les étapes. Là, on est dans la coupole, et donc cette fameuse cire-résine, quand on l'enlève, alors là, on est obligé de faire appel à des solvants, et on a même travaillé en gel de solvants avec des choses assez pas agressives, mais quand même bien efficaces, on va dire, parce que ça ne s'enlevait pas facilement, et on a travaillé en gel. Donc on formule des gels, on fait nos petits mélanges et on fabrique nos gels avec les solvants dedans. Pour pouvoir les appliquer sur les murs en grande quantité, et ça part par kilo. Hein. On fabrique des choses dans des grands pots juste pour planter des décor. Ça donne un résultat comme celui-là, donc là on est très très content. Et dans la coupole, on n'est pas allé chercher beaucoup plus loin. Je vous montrerai plus tard, vous avez juste un aperçu ici, dans l'auréole, vous avez un reste de ce qu'on a dû gratter. Parce qu'en fait, la dorure à sa surface, ça doit être une dorure de cuivre, on ne l'a pas analysée, mais elle était cirée. Et en fait, cette pellicule de cire qui ne se solubilisait pas comme le reste, qui était plus imperméable et donc qui était moins sensible au gel du fait de cette imperméabilité, cette couche de cire, on a dû la gratter et elle était devenue toute verte. Donc elle a dû être infiltrée d'ion cuivreux oxydé. Alors, ici, vous avez un détail des angles de la coupole sur lesquels vous pouvez voir qu'on a quand même un ensemble de lacunes de la couche picturale qui était jusque-là dissimulée par les repins que nous avons retirés avec le vernis. Donc, vous voyez encore des traces, en fait. Ça, c'est des traces des repins. Quand il n'y a plus de traces, ça donne ça. Vous êtes sur le fond directement. Et vous avez des usures un peu partout, et il y en avait beaucoup. Ce qui explique aussi l'ensemble de la gangue qu'on a retrouvée, puisque ça a été très traité, en fait, c'était très touché. On peut supposer qu'il y a eu des infiltrations dans cette coupole, plus importantes que ce que nous, on a constaté en venant, puisque comment la couverture avait été refaite, et que ces infiltrations ont amené des sorties de sel, que les sorties de sel ont poussé la toile par le revers, ont fait des petites flocs, et que ça a fait sauter la matière en surface. Ça, ou alors de la condensation. On peut avoir eu les deux phénomènes. Là, vous avez d'autres exemples. On est reparti en partie basse.
Donc, ici, l'évêque n'est pas déverni, il n'a pas encore reçu ce premier nettoyage. Et puis le mouton, bah, c'est le vêtement de. Non, c'est une sainte qui est à côté, c'est pas Marie, c'est la sainte. Oui, celle qui est accompagnée d'un mouton, dont on voit que le vêtement est tellement teinté par le vernis que malgré déjà le beau résultat qu'on avait pu voir sur Saint-Hubert tout à l'heure, finalement, c'était quand même, on ne va peut-être pas s'arrêter là, et on va peut-être quand même tout dévernis comme le reste. Il n'y a pas qu'en haut que ça ne se passe pas très très bien, en bas aussi ça mérite d'être nettoyé. Donc, parce que la teinte du vernis est la même sur toute la hauteur, c'était juste plus gênant en haut que en bas. Alors ici, vous voyez les escaliers, donc partie non nettoyée, non dégagée du vernis et partie nettoyée. Et puis là, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, le petit résidu de cire teinté de cuivre qu'on a gratté pour retrouver la dorure en dessous. Donc ça, c'est un travail qu'on fait au scalpel, très long, très délicat, en ramollissant un petit peu au solvant, puisque c'est de la cire et que ça se solubilise facilement, la cire, mais c'est juste que c'est trop épais pour votre travail mécanique. Après avoir fait ce premier nettoyage et débarrassé la peinture de toute cette résine et de ces repeints, on est tombé dans la partie centrale. Alors, j'ai pas de vue d'ensemble, je suis désolée, j'en ai pas trouvé. Ouais, j'ai pas trouvé dans mes documents de vue d'ensemble. En fait, vous avez toute la partie qui fait l'horizon du décor, du paysage, qui est totalement repeinte avec ce bleu-là. Et là, vous avez ce qu'on a trouvé en dégageant ce bleu. Donc, on a fait quelques essais. Au départ, on n'était pas sûr de l'enlever, ce repeint, parce qu'il n'était pas très beau, mais il y avait moyen de l'harmoniser, puis de l'arranger un peu pour qu'il passe. Et puis on ne savait pas ce qu'on allait trouver, on s'attendait à ce que ce soit extrêmement usé en dessous. Et en fait, c'était plutôt sale. Et puis ça cachait aussi des repentirs qui avaient été un petit peu mis à nu par notre prédécesseur, donc il a un petit peu dissimulé tout ça. Donc il y avait des zones qu'il a fallu repiller parce qu'elles avaient été remises en lumière alors qu'on ne souhaitait pas les voir. Donc, ce fameux repeint a fait l'objet d'un deuxième nettoyage qui ressemblait plus à un décrassage qu'à un nettoyage. On est repassé en solution aqueuse. Alors, plus compliqué qu'une simple solution aqueuse, on a dû faire une émulsion en fait, parce qu'on avait affaire à un repeint potentiellement de gomme, comme de la gouache ou de l'aquarelle, plutôt de la gouache compte tenu de l'épaisseur, et pas un repeint huileux. Donc, quelque chose qui peut dater, je ne sais pas, de l'entre-deux-guerres ou même de la vie, oui, par exemple. Enfin, c'est quelque chose qu'on aurait fait dans cette période-là. Et donc, qui bougeait bien, et qui avait besoin d'un diluant aqueux, mais aussi, il fallait, comme il avait été imprégné de beaucoup de cire et de résine par la suite, il fallait aussi qu'on intervienne sur un plan solvant, enfin sur un plan pas polaire. Donc, en fait, on a fait une émulsion pour pouvoir tenir à bout de cette plus ancien repeint, de ce repeint plus ancien. Là, vous avez quelques exemples. Et puis alors, au passage, je vous montre ici une partie du traitement de la toile, du traitement structurel de la toile, puisque comme je vous disais tout à l'heure, là, on est en plein milieu du tableau, on est dans l'endroit où tout se décollait. Donc, au final, on s'est débarrassé, vous aviez cette crasse vernis, ce vernis crasseux, le repeint, et puis après, les deux nettoyages, on se retrouve avec un ciel assez vibrant, assez beau, dans lequel on a pu retrouver des traces de la mise au carreau qu'a utilisé Joseph Joubert pour grandir son tableau, enfin pour reporter son esquisse au format de la peinture. Alors, c'est pas sur cette photo. Ici, vous avez d'autres exemples. Sur cette peinture-là, on a un aperçu de la quantité de repeint, parce qu'en fait, ici, on a ouvert que cette zone, mais tout le visage est intégralement refait. En fait. Donc, on avait énormément de repeint. Il y avait vraiment beaucoup d'usures dans de nombreux endroits de l'œuvre. Alors, sur cette diapositive, vous avez l'illustration de ce qu'on a fait pour le support. C'est assez succinct parce que la zone était restreinte. Donc, c'était une grande poche, mais pour faire des photos, j'ai pas eu beaucoup de choix. Et donc, le principe, en fait, c'est qu'on a terminé d'ouvrir la zone ici de jonction, qui était ouverte par endroits, et on a injecté des litres et des litres de coulis qu'on a formulés sur mesure. En fait, on a fait des essais de rétractation, de pouvoir collant. On a testé plusieurs formulations compte tenu du contexte dans lequel on était. On a fait plusieurs formulations
en éprouvette. Et on a opté pour celle qui donnait le résultat le plus probant sur éprouvette. Et donc, on a fait un mélange d'une résine à cation filtreuse à base acrylique, à laquelle on a additionné des microsphères phénoliques qui sont des charges très très légères. Et ça nous a fait comme une pierre ponce. Enfin, c'est un coulis qui, quand il durcit, un petit peu la texture de la pierre ponce en étant plus friable, mais c'est très léger. Et ça nous a permis de rétablir le contact entre le mur et la toile, sans pour autant, avec un collage, sans pour autant venir presser au-delà de ce sans forcer la forme qu'avait déjà pris la toile. Et donc, en fait, les cales qu'on a posées là, elles permettent juste, elles sont pas fortes, en fait. Elles poussent, mais très très peu, parce qu'il n'y a pas du tout de tension dedans, les tasseaux sont droits, il n'y a pas de courbure, elles ne poussent que de quoi pousser la mousse, en fait, et maintenir à l'endroit où on a injecté la toile dans sa forme. Et on est venu verser du coulis avec des seringues de vidange de voiture pour avoir suffisamment de volume. Et on en a mis, je ne sais pas, 20 litres. Enfin, il y avait de quoi remplir, quoi. Donc ça a été assez bon, mais plutôt probant. Et ensuite, donc, ce travail-là, on le fait sous une protection, à la fois pour maintenir les éléments de la toile qui sont déchirés, pour les maintenir bord à bord, et à la fois pour garder de la planéité et puis être sûr que quand on va presser, on ne va pas provoquer de dégâts. Donc après, il a fallu enlever les gaz et puis finir le nettoyage dans ces zones-là, mais globalement, on a obtenu un nouveau contact. La toile à nouveau adhère à un support, on a un nouveau support derrière. Et puis on a réussi à descendre assez bas sur le coulis, parce qu'on avait zéro accès, on était obligé de passer que par haut, on a réussi à en faire aller un peu partout, donc c'était plutôt satisfaisant comme opération. Ici, vous avez l'étape qui suit, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé de nettoyer et de traiter la structure, il faut venir préparer la réintégration, donc le travail de mise en valeur esthétique. Et donc, dans toutes les zones où il y avait des parties lacunaires, on est venu combler avec un petit mastic adapté, de matériaux adaptés, pour retrouver le niveau du structural. On doit les texturer pour ça, les enlever, puisque là, on voit beaucoup, en fait, dans les usures de la peinture, ici, on a beaucoup de trames, en fait. La trame de la toile ressort fort, donc on a texturé les mastiques pour qu'ils soient plus distraits. Et ensuite, on entre dans la phase de réintégration. Alors, je n'ai pas signalé toutes les étapes de test de vernis, mais quand on a verni avant de réintégrer, comme ça, on isole tout ce qui est original de ce qu'on fait nous, et ça rend notre travail plus réversible. Et donc, la peinture à présent est vernie, et vous avez donc ces usures qu'on a pu constater tout à l'heure. Si vous regardez bien celui de gauche, soyez attentifs sur celui de gauche, regardez bien où se trouvent les usures, et en fait, ce qu'on a fait, c'est repiquer. Donc, on ne repeint pas, on se contente de mettre de la couleur de façon un peu vibrante dans les zones où il y a plus de couleur. Je vous le remets en arrière pour que vous voyez bien. En fait, on ne refait pas la peinture, on est vraiment juste à... Si vous regardez l'oreille, par exemple, le lobe de l'oreille, en fait, on vient juste compléter ce qui manque. Pareil dans les cheveux, mais on n'a pas besoin d'intervenir sur la peinture originale, quasiment pas, on vient vraiment sur les zones lacunaires. Quand on vient sur l'original, c'est qu'il y a une coulure qu'on n'a pas pu nettoyer, une tache ou une usure très marquée qui est gênante visuellement. À ce moment-là, on vient juste gentiment la calmer. Donc, dans la partie sur la photo de droite, voilà, ça donne cet effet-là. Alors là, la retouche, elle est illusionniste. L'objet, c'est qu'à distance, donc on est 12 mètres plus bas, je crois, on ne voit pas qu'il y a eu des lacunes. Mais elle est encore visible quand même, parce que je travaille avec des gens qui aiment beaucoup les techniques archéologiques. Et puis, bon, comme le résultat est quand même très bon, moi, ça me va. Et donc, le jeu, en principe, c'est quand vous êtes sur une œuvre qui peut être vue à moins d'1 mètre ou à 1 mètre, qu'on puisse lire la retouche pour qu'il n'y ait pas de mensonge vis-à-vis du spectateur. Que le spectateur, quelle que soit l'époque où il regarde, il sache que, ah tiens, ça c'est un ajout qui est venu compléter un manque. Donc, en réalité, l'œuvre, elle a été abîmée et elle est lacunaire. Il n'y a pas mensonge sur la marchandise, pardon. Pas mal. Sur la marchandise, pardon. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. Après, là, cette retouche, elle n'est pas non plus faite de manière trop archéologique non plus, et puis à distance, on ne la voit pas. Deuxième exemple, pareil, je vais vous montrer d'abord côté gauche. Voilà, ça donne ça. Alors là, ça y a un tassement, mais c'est juste l'angle, on est sous la coupole et c'est juste l'angle de prise de vue qui donne un effet de tassement.
Et puis sur la partie droite, ça donne cet effet-là. Ouais, ces visages-là sont encore un peu grisonnants, mais bon, c'est comme ça qu'on les a trouvés. Voilà, donc on ne les modifie pas, on fait comme ça et on vient juste compléter et mettre en valeur. Alors là, c'est pas la même vue, donc ça ne marche pas, mais on vient juste mettre en valeur l'existant, ce qui nous est parvenu. Et c'est pour ça qu'on sent encore ce côté un peu grêlé malgré tout, mais je vous assure qu'à distance, on ne sent rien du tout. Voilà, d'autres exemples. Ça vous montre aussi, alors j'ai pas tout mis en exemple, mais ça vous montre, alors là ça marche pas, elle n'est pas là, c'est pas grave. Ça vous donne une idée aussi de, ah ben voilà, ça s'est décomposé en fait. Une idée de la quantité de retouches quand même qu'il y a eu à faire. La peinture était quand même pas mal abîmée. Bon, donc après, j'ai une succession comme ça d'avant-après pour le plaisir des yeux. Voilà, et puis ben là, ça c'est après traitement du coup. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle au tout début, au moment des observations et sous UV. Voilà, elle a un visage un peu plus doux maintenant qu'elle est propre. Oui, il manque quelques photos. Ouais, c'est pas grave, j'en avais mis plus, mais c'est pas très grave. Voilà. Et je pense que du coup, c'est tout. Ah ben non, elle revient. Et alors, du coup, on fait un tour. Et il y a pas, et elle revient encore. Ah, ben voilà, c'était celle-là qu'on attendait. Donc voilà, vous avez les vues d'ensemble des anges. Alors, peut-être encore. Ah, voilà, ça doit être la dernière. Je vous remercie. Mute. Ah non, c'est bon. Merci infiniment pour cette présentation pertinente, à la fois de l'auteur, donc ce peintre Robert qui n'a rien à voir avec un autre Robert, c'est-à-dire Marcel Robert, qui était un grand archéologue et qui m'a dit au Moyen-Âge, ni ses enfants ou petits-enfants, d'autres connaissent ici. Alors, donc c'est vraiment une présentation passionnante. Et d'autre part, vous nous avez montré ce qu'est ce travail, parce qu'on n'imagine pas, et je pense qu'il est important pour nous tous, parce que cette leçon de choses, si je puis dire, est intéressante, parce que chaque fois qu'on parle de restauration, on s'imagine qu'on fasse un coup d'éponge, et puis tout ça, c'est propre et fini. On voit que ça nécessite beaucoup de science, beaucoup de précaution et un énorme travail. Et donc, c'était tout à fait passionnant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, peu de questions parce que nous devons quitter la salle à la demi. Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui. Oui. Et la dame, là, qui apporte parce que ça va être bizarre. Pourquoi vous pressez le restaurateur, vous mis la cire, et après, surtout cette émission de vernis. Alors en fait, ça permet, quand c'est posé comme ça sur un vernis, ça permet d'atténuer les brillances. On est sur du format monumental et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on ne s'y frotte pas, mais on ne peut pas bien observer une peinture quand on la vernit fort et qu'elle brille, et surtout quand elle est grande. Parce que vous avez toujours un point de vue avec des reflets, vous ne pouvez jamais la regarder comme il faut. Et la cire a cet intérêt d'éteindre toutes ces brillances, d'interdire les réflexions spéculaires. Et du coup, ça donne plus de visibilité. Alors, ça masque un petit peu la saturation des couleurs, ça l'atténue un peu aussi, mais ça permet de mieux apprécier un grand format. Et c'est notamment pour ça que la plupart des artistes modernes ont souhaité, quand ils ont commencé à faire des peintures murales, ont recommencé à faire des peintures murales, ils ont décidé de se tourner vers des techniques mates. Et ils ont voulu reprendre la fresque, ils ont voulu essayer des choses
Ils n'ont pas voulu vernir aussi, enfin ça, de toute façon, avec les impressionnistes, on y était déjà, mais dans les grands formats, ça avait du sens aussi pour l'appréciation de la peinture sur tous ses angles, quel que soit le point de vue. Mais quand on perd la famille, c'est juste le vernis. Alors, je ne sais même pas, puisque je suis arrivée sur quelque chose de restauré, donc mon prédécesseur ou mes prédécesseurs ont retiré. S'il y avait vernis, ils l'ont retiré. Donc, je ne sais pas, en fait. Moi, c'est une question plutôt pour un débat. Je me demandais si le peintre avait utilisé des modèles, notamment je pense à Gaspard, parce qu'elle est aussi assez originale comme type, et c'est dans l'habitude de ce genre de représentation. Alors, on a quelques esquisses, quelques dessins pour cette grande peinture qui a été répertoriée dans la classe de Romain Dauphin-Meunier, mais on n'a pas retrouvé de portrait qui aurait pu servir de support pour ces œuvres. Mais c'est vrai que dans le registre dessin, on a des visages qui sont assez réalistes, et puis plus on monte dans le ciel, et plus les visages se font réalisés. Et donc la Vierge est un peu entre les deux registres. Voilà, ça peut dire modèle éventuel. On revient en question technique. Au milieu, félicitations pour ce travail remarquable que j'ai pu apprécier hier lors de la visite le résultat de ces restaurations. Concernant les deux questions techniques, combien de restaurateurs ont travaillé pendant combien de semaines ou de mois pour arriver à ce résultat? Première question. Deuxième question, pour un restaurateur, quel est le degré de prise de risque dans la restauration d'une œuvre? En fait, il y a un risque structurel important. On peut souffler, si je peux me permettre l'expression, sur la restauration. On a vu des œuvres restaurées très pauvrement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le risque? Alors, pour votre première question, on est un groupement on doit être 17 dans notre groupement. Après, tout le monde n'est pas intervenu sur la période sur laquelle on a travaillé. Je pense qu'on a dû être en moyenne 6 ou 7. Et ça a duré 2 mois, je crois, c'était 3 mois. 3 mois. Non, la restauration. On a dû commencer en juin, ça va être en septembre, quelque chose comme ça. Moi, je dirais 3 mois, peut-être et demi. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais dans ces eaux-là. Et après, pour la prise de risque, je pense que la plus grosse prise de risque, elle est dans les phases d'enlèvement de matière, dans les phases de nettoyage. Parce que c'est là qu'on peut se louper si on se loupe quelque part. Pour la structure, on peut, mais pas dans ce contexte-là. C'est davantage si vous êtes dans la restauration de support de peinture de chevalet, donc de toile qui à un moment se retrouve libre. Là, vous pouvez vraiment faire de très gros dégâts parce que c'est dans ces opérations-là que vous pouvez tout décoller, en fait. Sur de la reprise de marouflage comme ça, on n'a pas déposé, on n'a pas bougé la structure, donc la prise de risque n'était pas très grande. Si on avait dû déposer, ça aurait été très risqué. Et sinon, non, c'est la phase de nettoyage la plus risquée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la suite? Pour la suite. Ah. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour le reste de l'église? Pour la suite. Eh ben, écoutez, à ce stade, non, mais le projet de restauration des panneaux qui sont situés dans le chœur a été déposé au budget participatif 2022. Donc, on saurait trop vous engager à aller voter parce que c'est le budget participatif. Le principe, c'est que donc, les projets sont déposés et ensuite les Parisiens votent. Et le projet qui a le plus de votes est celui qui est sélectionné. Voilà, et c'est grâce à ce principe qu'on a pu restaurer cette grande peinture de l'abside et qu'on pourra peut-être, avec votre aide, restaurer la suite des peintures. Je précise, il faut aller voter à la mairie. Faut pas. Parce que le français, il faut pas le faire. Bon, c'est bon. Ouais, c'est pas sûr. J'ai fait l'étude. Ah, les chapelles. Donc ouais.
Oui, et pardonnez-moi, c'est vrai, et on va aussi restaurer 2 peintures qui sont situées dans le transept et qui ne sont pas l'œuvre d'Aubert, donc on n'en a pas parlé à ce moment-là, mais ce sont les 2 seules peintures qui ne sont pas l'œuvre d'Aubert et qui sont situées dans un registre un peu inférieur. Les décorations d'Aubert sont dans le registre supérieur, mais dans le transept, il y a 2 peintures de Giacomotti et Lafont qui représentent le Sacré-Cœur et la fuite le repos pendant la fuite en Égypte, qui elles sont restaurées à la fin de l'année, voilà, et qui sont aussi des peintures. Moi j'ai une question, excusez-moi si vous l'avez dit peut-être. Il a fait aussi de la fresque ou pas du tout? En fait, à ma connaissance, non, il était vraiment sur la peinture. Merci. Alors, une dernière question. Vous voulez que je le dise? Je voudrais savoir quel est le véhicule du vernis que vous avez utilisé, le vernis final, et également quel est le médium avec lequel vous avez utilisé. Alors, vous voulez savoir ce qu'on a mis nous ou ce qu'on a trouvé sur l'œuvre? Non, ce que vous avez mis vous. Alors nous, on a travaillé avec, quand on a verni avec, avec une résine uréaldéhyde. La marque, c'est du Laropal. Et le type, c'est du A81. Voilà. Et donc, c'est une résine qui est extrêmement stable, qui n'est pas macromoléculaire, qui est plutôt fine, et donc qui a de fortes similitudes avec les résines naturelles type mastic et damar en termes de taille de molécules. Donc, c'est une résine qui pénètre bien et qui, du coup, vient bien saturer les couleurs à cœur. Et puis, on travaille avec des quantités très peu concentrées, donc ça nourrit bien. Ça nappe pas énormément, mais suffisamment quand même pour protéger la surface. Et après, vous m'avez demandé pour les pigments. Le liant de notre touche, c'est le même. C'est aussi du Laropal. Donc, on a des gammes de couleurs qui sont développées avec ce type de liant. On n'a pas besoin de les préparer nous-mêmes. Ça s'appelle des gambines. Voilà, c'est aussi à base d'uréaldéhyde. Voilà, donc c'est très, très réversible. En fait, le très grand avantage, c'est que malgré son vieillissement, quand il s'oxyde assez peu, il reste extrêmement soluble dans des choses très, très, très peu fortes en termes de solubilité. Donc, on n'aura aucun problème à les enlever demain s'il y a besoin de les enlever sans toucher du tout au travail de Joseph Aubert. Voilà. Et donc, nous avons vu aussi que ces œuvres d'art dépendent aussi beaucoup de la nature de la structure. Nous avons vu que ce sont les infiltrations d'eau qui ont apporté les plus graves des dommages, et non pas la crasse, etc., mais les infiltrations d'eau qui ont apporté les plus graves dommages. Mais je crois qu'il y a eu des travaux qui sont terminés pour justement isoler, empêcher, parce que tout ce travail, sa pérennité, dépend de l'étanchéité finalement des murs. Oui, puis c'est très dur de contrôler le comportement d'un bâtiment et son climat. Donc, et ce d'autant plus quand on a des grandes baies ouvertes. Donc, c'est un challenge tout le temps, permanent. Voilà. Merci infiniment. Merci.